Karen Grassle, les ombres derrière la prairie. Pour des millions de téléspectateurs, elle incarnait la mère parfaite, le cœur serein de la petite maison dans la prairie. Karen Grassle a apporté dignité, compassion et force au rôle emblématique de Caroline Ingalls. Pourtant, pendant près d'un demi-siècle, elle a gardé une vérité qu'elle n'avait jamais osé révéler. Aujourd'hui, à 83 ans, son silence a pris fin. L'histoire qu'elle raconte projette une longue ombre sur l'un des hommes les plus aimés de la télévision. Ce qui s'est passé en coulisses de cette fameuse petite maison est bien plus sombre que l'image saine que le public croyait. Une émission adorée, avec une histoire cachée. Lorsque La petite maison dans la prairie fut diffusée pour la première fois en 1974, elle trouva immédiatement un écho profond auprès du public. Basée sur les livres chéris de Laura Ingalls Wilder, la série se présentait comme un drame familial empreint de valeurs fortes, persévérance, courage et esprit pionnier. Michael Landon, déjà une vedette grâce à ses 14 années passées dans la série à succès Bonanza, en devint la force motrice incontournable. Il n'était pas seulement l'acteur principal incarnant Charles Ingalls, le père de famille. Il était également producteur exécutif, réalisateur fréquent de nombreux épisodes, et souvent celui qui réécrivait ou ajustait les scénarios. C'était, à bien des égards, sa création personnelle, sa vision. En face de lui, pour incarner Caroline Ingalls, fut choisie Karen Grassle. Pour Grassle, actrice formée à Berkeley et à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art, c'était l'opportunité tant attendue, la chance de sa vie. Avant ce rôle, elle avait traversé de réelles difficultés financières, travaillant principalement au théâtre. Son CV comprenait Broadway, Shakespeare in the Park et des compagnies en tournée, mais rien ne lui assurait de stabilité financière. Lorsqu'elle auditionna pour La petite maison, elle prit un risque calculé en dépensant $40, une somme importante pour elle à l'époque, pour une simple robe de laine. Michael Landon se serait levé après sa lecture et aurait déclaré, confiant, « Envoyez-la à la garde-robe ». Ce moment allait changer sa vie à jamais. Au début de leur collaboration, Karen Grassle admirait profondément Landon. Il était charismatique, drôle et infatigable dans son dévouement au travail. Dans les interviews qu'elle donna plus tard, elle reconnut à quel point il l'avait soutenue lors de l'épisode pilote, se montrant patient alors qu'elle s'adaptait aux exigences du jeu télévisé. Elle le décrivit comme extrêmement gentil et sensible, et un bon réalisateur qui m'a donné une chance de trouver mes marques. Pour la jeune actrice, novice à la télévision, c'était une véritable bénédiction. Mais à mesure que la série gagnait en popularité et devenait un succès d'audience fulgurant, des fissures apparurent. En coulisses, la domination de Landon sur le plateau devenait de plus en plus difficile à ignorer. Il contrôlait non seulement les scénarios et les performances, mais aussi le ton général et l'ambiance de travail. Selon Grassle, la première véritable tension survint durant la deuxième saison, diffusée entre 1975 et 1976. Elle estimait, à juste titre, que son salaire ne reflétait absolument pas son rôle en tant que l'un des deux adultes principaux de la série, un pilier central du succès. À ce stade, La petite maison générait déjà d'importantes ventes de produits dérivés, une immense fidélité des fans et de très fortes audiences pour NBC. Grassle pensait mériter une compensation équitable pour son apport. Lorsqu'elle aborda Landon et la chaîne pour renégocier son contrat, la réaction fut glaçante et inattendue. Landon la prit à part pour des conversations privées. Il lui expliqua, de manière condescendante, que les tests du réseau montraient que Caroline Ingalls n'était pas le personnage préféré du public, et qu'il ne voyait donc aucune raison de la payer davantage. L'implication était claire, elle était remplaçable. Landon insista pour que son salaire soit aligné sur celui des acteurs enfants, malgré son statut de rôle féminin principal adulte. Pour Grassle, ce n'était pas seulement insultant, c'était profondément humiliant. Elle se souvint avoir été choquée de voir ses contributions ainsi écartées de façon si brutale. Sa demande d'équité salariale marqua un tournant irréversible dans leur relation. Landon, autrefois soutenant et bienveillant, devint froid et distant. Sur le plateau, elle affirma qu'il commença à la mettre mal à l'aise lors de scènes intimes, en particulier celles où leurs personnages étaient assis ensemble dans un lit. Dans une interview à People, elle se rappela que Landon racontait des blagues obscènes alors qu'ils étaient en position rapprochée, avec les projecteurs braqués sur eux et des membres de l'équipe autour. Elle décrivit un sentiment d'emprisonnement. « J'étais dans ce petit lit, dans cette petite chambre, entouré d'hommes et sans issue.
Les rires des autres ne firent qu'accentuer son humiliation, le poids du silence et la tension constante du contrôle. Le poids du silence et la lutte pour le respect. Au milieu des années 1970, La petite maison dans la prairie s'était imposée comme l'un des programmes les plus réussis de NBC. Partout en Amérique, les familles se réunissaient chaque semaine pour voir la famille Ingalls affronter les épreuves de la frontière avec amour, unité et résilience. Mais tandis que le public voyait chaleur et harmonie à l'écran, Karen Grassle commençait à ressentir quelque chose de bien différent derrière la caméra. Après le conflit salarial de la deuxième saison, l'atmosphère sur le plateau changea radicalement. Grassle le remarqua presque immédiatement. Bien que Michael Landon ne l'ait jamais attaqué directement dans des confrontations explosives, il avait sa propre manière de manifester son mécontentement et d'exercer son pouvoir. Les intrigues qui avaient autrefois permis à Caroline Ingalls de briller étaient de plus en plus réduites ou modifiées. Dans les épisodes où elle avait été le centre émotionnel, son rôle paraissait plus petit, ses répliques moins nombreuses. Le déséquilibre n'était pas le fruit du hasard, c'était un message clair et délibéré. Grassle avait osé demander l'égalité, et on lui rappelait désormais, par les scénarios mêmes, qui détenait le pouvoir et qui prenait les décisions créatives. Elle continua à se présenter, à jouer son rôle avec professionnalisme, car elle connaissait les enjeux et les réalités impitoyables de l'industrie. Dans le monde télévisuel des années 1970 et 1980, une femme de plus de 30 ans occupant un rôle principal était déjà une rareté. Si elle partait ou poussait trop loin, rien ne garantissait une nouvelle opportunité de cette envergure. Elle ravala donc sa frustration et tenta de s'adapter au mieux. Plus tard, elle admit dans des interviews avoir choisi le professionnalisme plutôt que la confrontation, espérant qu'en étant la gentille fille, en jouant le rôle et en gardant le silence, la tension finirait par s'apaiser d'elle-même. Mais ce silence avait un prix psychologique et émotionnel lourd. Le comportement de Landon sur le plateau devenait plus audacieux et plus blessant. Grassle se souvenait que son humour, autrefois inclusif et bienveillant, prenait désormais une tournure plus acerbe et humiliante. Pendant le tournage de scènes intimes entre Charles et Caroline, où le couple partageait des conversations tendres et des moments de complicité, il lançait des blagues grossières sur les femmes, le sexe et même son apparence personnelle. Pour l'équipe technique, c'étaient souvent des moments drôles qui rompaient la monotonie des longues heures de travail. Pour Grassle, c'étaient des instants de dégradation profonde, des blessures invisibles. Elle se sentait piégée devant les caméras, incapable de réagir sans risquer son emploi, mais incapable aussi d'oublier la douleur de ses mots une fois le tournage terminé. Il n'y avait aucun service RH à qui se plaindre, aucun soutien syndical capable d'intervenir réellement dans cette dynamique de pouvoir déséquilibré. Sur un plateau dirigé presque entièrement par Michael Landon, sa parole faisait loi. Karen Grassle devait endurer. Dans ses mémoires, Bright Lights, Prairie Dust, publiées des décennies plus tard en 2021, elle admit que la partie la plus difficile n'était pas seulement l'inégalité salariale ou les blagues humiliantes, c'était l'isolement écrasant. Elle n'avait personne à qui se confier, aucune échappatoire à la douleur qu'elle portait silencieusement. Même ses jeunes collègues, pour la plupart des enfants à l'époque, étaient soit inconscients de la situation, soit peu enclins à remettre en question l'autorité incontestée de Landon. En dehors du plateau, la vie personnelle de Grassle n'était pas moins agitée et douloureuse. Son premier mariage avec l'acteur Léon Russom s'était effondré en 1970, la laissant porter non seulement le poids émotionnel du divorce, mais aussi des difficultés financières qu'elle avait poursuivies depuis le début de sa carrière. Elle se retrouva assombrie par des habitudes destructrices qui rappelaient étrangement celles de son père, Eugène, un alcoolique suicidaire. Grassle commença à boire abondamment, cachant souvent ses excès derrière du vin lors de dîners ou de soirées mondaines. Elle avoua plus tard dans son livre qu'elle menait une double vie. Actrice professionnelle admirée par des millions et femme privée noyant son désespoir dans l'alcool. Durant ces années, elle fit aussi de mauvais choix relationnels, dont une liaison douloureuse avec l'acteur Gilles Gérard, invité en 1977 dans un épisode intitulé Handyman. Grassle confessa avoir été captivée par son charisme, bien qu'elle fût alors en couple. Ce qui avait commencé comme une simple attirance se transforma en quelque chose de plus, pour se terminer brutalement lorsque Gérard l'informa qu'elle avait contracté une infection sexuellement transmissible. Humiliée, Grassle dut avouer sa liaison à son partenaire. « Je n'avais aucune défense », admit-elle plus tard, et la honte de cet épisode pesa lourdement sur elle.
Les parallèles entre les habitudes destructrices de son père et les siennes devinrent impossibles à ignorer. Comme lui, elle s'automédicamentait avec l'alcool et comme lui, elle sombrait souvent dans le désespoir. Mais contrairement à son père, Karen devait maintenir une image publique irréprochable. Pour des millions de téléspectateurs, elle était ingale, digne, aimante et infiniment forte. Cette dualité déchirante peut être perçue comme un modèle de stabilité tout en se désagrégeant en privé, devint l'un des fardeaux les plus lourds de sa carrière et de son existence. Addiction, point de rupture et la voie vers la sobriété. À la fin des années 1970, Karen Grassle menait une double vie insoutenable. Pour les millions de fans qui la regardaient chaque semaine, elle était la sereine et maternelle Caroline Ingalls, le pilier inébranlable de la famille dans la petite maison dans la prairie. Mais en coulisses, sa lutte contre l'alcool s'intensifiait de manière alarmante. Ce qui avait commencé comme un moyen d'atténuer la douleur du rejet et de l'humiliation sur le plateau était devenu bien plus destructeur, une dépendance dévorante. Grassle elle-même admit que l'alcool l'accompagnait depuis ses années universitaires à Berkeley, lorsqu'elle avait commencé à boire au milieu du stress académique et du tumulte de la contre-culture hippie. Mais désormais, dans la trentaine et jouant dans une série à succès international, sa consommation s'était aggravée de manière exponentielle. Par moments, elle se décrivait comme une alcoolique hautement fonctionnelle, capable de jouer son rôle de manière convaincante et professionnelle, tout en sombrant en privé dans le désespoir et l'autodestruction. Elle confessa plus tard qu'elle voulait boire comme tout le monde, juste assez pour se détendre et s'amuser, mais que cela ne fonctionnait jamais ainsi. Je devenais horriblement ivre et j'éclatais en sanglots. Je pleurais, je faisais des scènes. J'avais l'impression que tout dans ma vie allait mal. Le point de rupture survint en 1977, lors de 2 incidents profondément humiliants qui la forcèrent enfin à affronter la dure réalité de sa situation. Le premier eut lieu lorsqu'elle organisa un déjeuner pour ses collègues sur le plateau. Bien qu'elle ne bût presque jamais pendant le travail, elle s'autorisa un verre de vin. Plus tard, dans l'après-midi, de retour sur le tournage, elle se rendit compte avec horreur qu'elle ne pouvait penser qu'à la bouteille laissée derrière elle. Elle sortit à plusieurs reprises pour fumer, se rincer la bouche, se passer de l'eau sur le visage, mais l'envie restait obsédante et irrésistible. C'était vraiment humiliant, confia-t-elle à People. Mon esprit ne cessait de crier « Va chercher ce vin !» Le deuxième incident arriva une semaine plus tard, lors d'une conférence féministe où elle devait prononcer un discours. Nerveuse, elle but plus que prévu. Sur scène, ses remarques s'éternisèrent et elle sentit la gêne palpable du public, composé de femmes qu'elle respectait profondément. Une participante l'affronta plus tard, lui disant sans détour qu'elle avait un problème d'alcool. J'étais stupéfaite, se rappela Grassle. Je ne pouvais pas le voir. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était vrai. Peu après une nouvelle nuit de forte consommation et une violente dispute avec une amie proche, Grassle se réveilla en larmes, le cœur lourd de désespoir. Ce matin-là, elle fit le serment qui allait changer sa vie. C'est fini, je ne dois plus jamais boire. Elle chercha de l'aide, rejoignit des groupes de soutien pour personnes en rétablissement et adopta progressivement la sobriété avec une détermination farouche. Le chemin ne fut pas linéaire, jalonné de rechutes et de défis, mais pour la première fois, elle se sentit déterminée à briser le cycle dévastateur qui avait détruit son père et avait failli la détruire elle aussi. Tragiquement, quelques mois seulement après son entrée en cure, son père Eugène mourut des suites de l'alcoolisme. La perte fut dévastatrice, mais elle renforça sa résolution. « Je n'avais pas besoin que l'on me dise que c'est une maladie mortelle », déclara-t-elle plus tard. Sa mort fut à la fois un avertissement poignant et une validation sinistre de ses craintes les plus profondes. Si elle n'arrêtait pas, elle suivrait inévitablement le même chemin. En 1978, Karen Grassle s'était engagée pleinement dans la sobriété. Sa santé physique et mentale s'améliora considérablement, sa clarté d'esprit revint, et elle commença à sentir le poids écrasant de la honte des années s'alléger. Elle vit même sa carrière rebondir à mesure que sa concentration se renforçait. En 1979, son salaire avait doublé et elle avait regagné une partie du respect professionnel qui semblait perdu à jamais. L'érosion de la confiance et la lutte pour le respect. Au début des années 1980, la petite maison dans la prairie restait l'un des programmes les plus fiables de NBC. Les familles se réunissaient fidèlement chaque semaine pour voir la famille Ingalls affronter les épreuves de la vie et célébrer les victoires avec un courage exemplaire. Pourtant,
Tandis que le public voyait l'image d'une vie familiale parfaite et harmonieuse, la relation professionnelle entre Karen Grassl et Michael Landon était plus tendue que jamais. Pour Grassl, le plateau était devenu un lieu d'humiliation silencieuse, même si elle s'efforçait de garder la tête haute et un semblant de dignité. À ce stade, Grassl avait déjà mené et gagné sa bataille personnelle contre l'alcool. La sobriété lui avait rendu sa lucidité, mais elle la rendait aussi douloureusement consciente du déséquilibre de pouvoir et du manque de respect qu'elle subissait sur le plateau. Les blessures du conflit salarial des années précédentes ne s'étaient jamais totalement refermées. Landon restait notoirement réticent à la reconnaître comme son égale, alors même que le personnage de Caroline Ingalls était central et indispensable au succès et à l'âme de la série. Lorsqu'elle insista à nouveau pour une plus grande reconnaissance de son rôle et de son salaire, les scénarios commencèrent à changer de manière significative. Des moments émotionnels clés, autrefois réservés à Caroline, furent soudainement attribués à Charles. Des scènes entières furent réécrites et sa présence à l'écran fut réduite de façon trop ciblée pour être une simple coïncidence. En privé, Grassl admit que le plus difficile n'était pas seulement de perdre des répliques ou du temps à l'écran, c'était la sensation d'être effacée, de voir le personnage qu'elle avait contribué à créer dépouillé de sa profondeur, de son importance et de sa pertinence émotionnelle. Elle s'attendait à ce que La Petite Maison soit un travail collaboratif, un effort d'équipe, mais ce qu'elle affronta fut plutôt un lieu de travail dominé par la vision, les rancunes et le contrôle absolu d'un seul homme. Il était clair que c'était une question de contrôle, dirait-elle plus tard. Landon détenait le pouvoir, et il utilisait les scénarios eux-mêmes pour le lui rappeler de manière implacable. Sur le plateau, l'atmosphère pouvait être encore plus pénible et dégradante. L'humour cru de Landon devenait de plus en plus dérangeant pour elle. Il était connu pour raconter des blagues sexuelles explicites lors du tournage des scènes de chambre où Caroline et Charles partageaient des conversations tendres et des moments de complicité conjugale. Sous le regard de l'équipe technique, Grassl se sentait souvent exposé, acculé et profondément humilié, incapable de fuir ou de protester sans être étiqueté comme difficile et risquer sa carrière. Elle décrivit ces moments comme profondément humiliants, la pièce entière éclatant de rire tandis qu'elle restait figée, tentant de garder contenance et professionnalisme. Ce que le public voyait plus tard comme un moment chaleureux et intime entre mari et femme avait pour elle été terni par une expérience dégradante. L'isolement était étouffant. Contrairement à aujourd'hui où les acteurs peuvent se sentir plus libres de dénoncer un comportement inapproprié et où les structures de soutien sont plus présentes, la culture d'Hollywood à la fin des années 1970 et au début des années 1980 n'offrait aucun filet de sécurité. Les départements de ressources humaines n'existaient pas sur les plateaux de tournage, et les syndicats avaient peu de poids face au harcèlement ou aux représailles subtiles exercées par des figures puissantes comme Landon. Grassl savait que si elle parlait, elle risquait de ne plus jamais travailler. Alors, elle endura. Elle disait ses répliques, souriait lors des interviews et gardait le silence, même si sa confiance et son estime de soi s'érodiaient inexorablement. Pourtant, Grassl n'était pas totalement impuissante. Sa sobriété lui avait donné une nouvelle résilience, une force intérieure inattendue, et elle apprit à s'adapter en restant professionnelle quelles que soient les circonstances. Elle s'investit aussi profondément dans son rôle de mère de substitution auprès des jeunes acteurs, en particulier Melissa Gilbert, qui l'admirait et voyait en elle un véritable modèle. Grassl s'efforça de donner aux enfants stabilité et réconfort, même si elle-même ressentait le poids de l'exclusion et de l'humiliation. La vie après la prairie et l'adieu final. Lorsque La Petite Maison dans la prairie prit fin en 1983 après une décennie de succès, Karen Grassl ressentit à la fois un immense soulagement et une grande incertitude. Elle avait incarné Caroline Ingalls pendant près d'une décennie, et si ce rôle l'avait rendue célèbre et aimée du public, il s'était aussi accompagné d'années d'humiliation silencieuse, de contrôle écrasant et de respect décroissant sur le plateau. Quitter la série signifiait refermer un chapitre qui avait profondément défini sa carrière et son identité publique, mais aussi entrer dans un avenir incertain sans la stabilité et la sécurité d'un feuilleton au long cours. Grassl retourna alors à son premier amour, le théâtre. Tout au long des années 1980 et 1990, elle se produisit inlassablement sur scène à travers les États-Unis, dans des productions régionales comme dans des pièces plus prestigieuses, renouant avec l'art qui l'avait d'abord attirée vers la comédie et la performance. Pourtant, malgré son expérience, sa formation et son talent indéniable, il lui fut difficile de retrouver la visibilité qu'elle avait eue à la télévision. Pour le public, elle restait avant tout Ingalls,
et les directeurs de casting peinaient à voir au-delà de la figure maternelle et pionnière. Les opportunités restaient malheureusement limitées, le type casting étant une réalité difficile d'Hollywood. Sa vie personnelle, elle aussi, fut marquée par des bouleversements. Après l'échec de son premier mariage avec Léon Russom en 1970, Grace l'épousa l'écrivain James Alan Radford en 1982. Ensemble, après avoir affronté des problèmes de fertilité, ils adoptèrent un fils, Zachary. La maternité lui apporta un nouveau sens à sa vie et elle décrivit l'éducation de Zachary comme l'une des plus grandes bénédictions qu'elle ait connues. Mais comme son premier mariage, cette union finit par se déliter et en 1987, ils divorcèrent. Un troisième mariage avec Scott T. Sutherland commença en 1991, mais se termina également après près d'une décennie. Même si sa vie privée évoluait et ses mariages échouaient, l'ombre de Michael Landon demeurait tenace. Bien que leur relation se fût détériorée au sommet de la petite maison, Grace ne rompit jamais totalement le lien émotionnel complexe qui l'unissait à lui. Ils avaient partagé trop d'années, trop d'histoires, côte à côte, en tant que couple préféré de l'Amérique. Dans des interviews, elle avoua que le lien à l'écran entre Charles et Caroline Ingalls semblait parfois étrangement réel, même si les tensions couvaient en coulisses. En 1991, une nouvelle bouleversante secoua Hollywood. Michael Landon avait été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Le pronostic était sombre et sans appel. Les fans pleuraient, ses collègues envoyaient des messages de soutien, et le monde du divertissement observait l'un des visages les plus emblématiques de la télévision affronter le combat de sa vie. Pour Grace, la nouvelle fit ressurgir une vague d'émotions complexes. Elle l'avait méprisé par moments, elle avait enduré sa cruauté et s'était sentie écartée par son contrôle. Mais elle avait aussi profondément admiré son immense talent et devait une grande partie de sa carrière à l'opportunité qu'il lui avait donnée. Au début, elle hésita à le contacter. Que dire à un homme qui vous avait à la fois porté au sommet et brisé émotionnellement? Finalement, elle fit ce qu'elle savait le mieux faire, elle écrivit. Dans une lettre sincère et pleine de dignité, Grace le remercia Landon pour l'opportunité qu'il lui avait donnée, et surtout, elle lui pardonna. Elle ne fit pas la liste des griefs passés, n'ouvrit pas les vieilles blessures. Elle choisit la grâce, l'empathie et la réconciliation. La lettre fut envoyée, et à sa grande surprise, elle apprit plus tard que Landon l'avait lue et avait été profondément ému, en pleurant. Cette lettre simple et discrète fut l'un des derniers messages que Michael Landon reçut avant sa mort le 1er juillet 1991, à seulement 54 ans. Pour Grace, c'était suffisant. Elle n'avait pas besoin d'une réconciliation publique ou d'un geste grandiose. Savoir qu'il avait lu ces mots et compris son pardon avait allégé un fardeau qu'elle portait depuis près de 20 ans. Briser le silence et dire la vérité. Après la mort de Michael Landon en 1991, Karen Grace le porta à la fois les souvenirs douloureux de leurs années sur la petite maison dans la prairie et le soulagement discret d'avoir pu se réconcilier avec lui avant son décès. Pendant des décennies, elle évita de parler ouvertement de cette période, restant Ingalls aux yeux des fans, tout en gardant pour elle les cicatrices de l'humiliation, du contrôle et du silence. Dans les années 1990 et 2000, elle retourna au théâtre, joua dans quelques films comme Wyatt Earp, L'Assaut et Not to Forget, mais resta constamment associée à son passé télévisuel. Par loyauté envers la série qui l'avait rendue célèbre, elle donnait toujours des réponses polies et évasives lorsque Landon ou la série était évoquée, sans jamais révéler la part plus sombre de l'histoire. Cela changea radicalement en 2021, lorsqu'à Grave 79 ans, elle publia ses mémoires tant attendues, Bright Lights, Prairie Dust. Pour la première fois, elle parla de ses combats contre l'alcoolisme, de ses mariages ratés et de la dure réalité de son travail avec Landon. Les intrigues réduites, les blagues grossières et l'isolement qu'elle avait enduré. Ces révélations bouleversèrent de nombreux fans qui avaient longtemps vu en Landon un père de famille irréprochable, une figure lumineuse et intouchable. Pourtant, Grace ne le diabolisa pas. Elle reconnut pleinement son immense talent, son charme indéniable et sa contribution majeure à l'industrie, mais elle insista avec force, la grandeur et la cruauté peuvent coexister. Au même moment, elle dut affronter un autre défi personnel. Un cancer du sein à un stade précoce diagnostiqué pendant la pandémie. Après une opération et une radiothérapie en 2020, elle parla ouvertement de l'importance du dépistage précoce, preuve de la même résilience qui avait marqué toute sa vie. L'impact de ses mémoires fut immédiat et profond. Des fans, mais aussi de nombreuses femmes à Hollywood, lui écrivirent pour la remercier,
partageant leurs propres histoires de silence gardé et de luttes similaires. Certains critiques l'accusèrent de vouloir ternir l'héritage de Landon, mais le monde avait changé. Les gens étaient désormais prêts à entendre des vérités inconfortables et à revoir leurs icônes sous un jour plus nuancé. Aujourd'hui, Karen Grass le vit discrètement, consacrée à son fils, à sa santé et à son article. Mais son histoire reste un rappel poignant. Même les séries les plus aimées peuvent cacher des vérités douloureuses, et lorsque celles-ci finissent par émerger, elles changent irrévocablement la façon dont l'histoire est perçue et racontée. L'histoire de Karen Grassle nous rappelle que même les héritages les plus lumineux portent parfois des ombres. Elle fut la mère de l'Amérique, mais derrière les coulisses, elle menait des combats que peu connaissaient. Maintenant que sa voix s'est fait entendre, comment voyez-vous la petite maison dans la prairie différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté pour d'autres histoires restées dans l'ombre.